Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte en juin 2013, un documentaire de Simon Brooke qui porte pour titre « Mon docteur indien ». Ce documentaire montre la rencontre, improbable a priori, entre un grand spécialiste de la cancérologie, le professeur Thomas Turtz, et les médecins ayurvédiques qui ont soigné l'une de ses patientes, Marinella Banfi, qui avait été opérée par les soins du professeur Turtz, mais qui avait ensuite refusé un certain nombre des traitements que la médecine occidentale lui proposait. Par un certain nombre de circonstances que je vous laisse découvrir en allant voir un jour ou l'autre le documentaire en question, Marinella Banfi s'est fait soigner par des médecins ayurvédiques en Inde du Sud. Revenu guéri et passé le délai de rechute possible, Marinella Banfi a proposé au professeur Turtz de rencontrer, d'aller voir en Inde les médecins ayurvédiques qui l'ont soigné. Le documentaire montre donc cette rencontre. Que se passe-t-il en arrivant en Inde? C'est déjà quelque chose de très étonnant puisque on présente d'abord le professeur Turtz à un sage. Et imaginez que vous arrivez à la Salpêtrière ou à l'hôpital Necker et qu'au lieu de vous adresser directement aux spécialistes de la maladie dont vous êtes atteint, on vous envoie voir un sage. Je crois que vous penseriez que vous vous êtes trompé d'adresse ou bien que vous êtes tombé dans une secte en quelque sorte. Et pourtant c'est bien ce qui arrive au professeur Turtz au lieu de l'adresser d'emblée à des médecins à proprement parler, à ce que nous appelons médecins. C'est cela qui se produit. Et de fait, si j'ai choisi de vous parler de ce documentaire aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit, alors disons d'abord pourquoi je n'ai pas choisi de vous parler de ce documentaire. Il n'y a chez moi pas l'ombre d'un prosélytisme, il ne s'agit en aucun cas de dissuader qui que ce soit de suivre quelque traitement que ce soit, j'ai absolument aucune compétence en la matière pour vous conseiller. Donc ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. En revanche, ce dont il s'agit bel et bien d'essayer de comprendre quelle mise à l'épreuve constitue pour la médecine occidentale la rencontre, en l'occurrence effective, entre cette médecine occidentale et la médecine ayurvédique, la médecine en l'occurrence que le professeur Turtz a essayé de considérer de près, en allant fort généreusement d'ailleurs en Inde pour voir ce qui se produit. Donc, rencontre d'abord avec Ritodgata Mahastita, c'est le sage en question, ce qui nous paraît absolument renversant dans notre conception actuelle, tout au moins, de la médecine. Nous avons une conception de la médecine spécialisée, scientifique, biologiste, et évidemment rencontrer d'abord un sage paraît tout à fait hors de propos au regard de la médecine occidentale. Alors, c'est hors de propos dans les conditions actuelles. À l'origine, pourtant, il semblerait bien que la médecine ou que la philosophie elle-même, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un philosophe en quelque sorte, il semblerait bien que la philosophie elle-même se soit conçue d'emblée comme ayant une vocation à établir une certaine forme de santé. Il suffit de se référer pour s'en apercevoir au texte qui est étudié aujourd'hui, parce que ce n'a pas été le cas par les philosophes en général, mais sans doute depuis Martin Heidegger, on s'est aperçu de l'importance de l'allégorie de la caverne. Il suffit de se référer à ce texte qui, en quelque sorte, nous donne symboliquement la mission que s'est donnée la philosophie à son origine. Je vais vous résumer très brièvement ce qu'est l'allégorie de la caverne. Elle se trouve au livre 7, au début du livre 7 de la République de Platon. Et il s'agit d'une image dont nous comprenons très rapidement qu'il s'agit d'y dépeindre la condition des hommes
en général, avant qu'il n'ait philosophé. La situation de ces hommes est assez terrible, hein, puisqu'ils seraient, d'après l'image de Platon, comparables à des prisonniers enchaînés face au mur d'une caverne et qui ont pour seul spectacle les ombres qui sont projetées sur cette caverne à partir d'un feu qui est placé derrière eux. Entre les prisonniers et le feu se trouve un petit mur, et au-dessus de ce petit mur, on promène toutes sortes de choses, évidemment, par une projection d'ombre. Les prisonniers ne voient que ces ombres. Donc c'est Socrate qui décrit la situation, et son interlocuteur lui dit « Voilà, s'écria-t-il, un étrange tableau, et d'étranges prisonniers. » Réponse de Socrate « Il nous ressemble. » Répondis-je d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Et comment observa-t-il s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie? Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même? Sans contredit. Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Il y a nécessité. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux? Assurément, non, par Zeus, dit-il, assurément, repris-je, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. C'est de toute nécessité. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre. Sortie de la caverne, nous savons d'emblée qu'elle va être difficile. Revenons à ce que dit le texte très précisément. Vous voyez, si la paroi du fond de la prison avait un écho, chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux? C'est extraordinairement parlant, hein, ce sont des ombres d'hommes qui parlent. Autrement dit, il n'y aura aucun rapport réel des prisonniers à eux-mêmes et à leurs voisins. Or, que nous dit Platon? Comment se caractérise le début de la sortie de la caverne? Ça, c'est tout à fait impressionnant et ça nous concerne tout à fait directement par rapport à notre sujet du jour. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance. Autrement dit, l'ignorance, c'est une maladie, et la première des maladies, c'est la fausseté du rapport à soi et aux autres. D'emblée, la philosophie s'est donc conçue comme ce qui a pour visée d'établir un rapport réel à soi-même et aux autres. Autrement dit, il y a une affinité profonde, initiale, originale, entre la philosophie et la médecine. C'est ce qu'avait essayé de faire apparaître le philosophe François Vezin, grand traducteur de Être et Temps, il y a une quinzaine d'années. C'est un texte un peu plus même, de 1996, dans lequel François Vezin essaye de faire apparaître c'était un texte qui était paru dans le magazine littéraire, dans le numéro 342 d'avril 1996. Il avait essayé de faire apparaître les affinités profondes entre la médecine et la philosophie. Il parle notamment d'Avicenne. Vous savez que les médecins ont été nourris en quelque sorte par le canon d'Avicenne jusqu'à la Renaissance à peu près. Autrement dit, il y a l'influence d'Avicenne est demeurée très très longtemps sur la médecine occidentale, et Avicenne lui-même était très profondément inspiré par la philosophie d'Aristote. Donc à l'époque d'Avicenne, écrit François Vezin, l'idée du philosophe comme médecin va de soi. Dans la mesure où dans la civilisation musulmane, il n'est pas concevable qu'un homme soit savant s'il n'a pas de grandes compétences médicales. Donc vous voyez, ça c'est très très intéressant, affinité profonde entre la médecine et la philosophie, dès l'origine. Le principal canon qui a influencé la médecine occidentale, c'est le canon d'Avicenne, dit François Vezin, pour qui médecine et philosophie sont inséparables. Si toutefois la dénomination de médecin-philosophe s'applique très bien au cas d'Avicenne, ajoute Vezin, elle ne saurait lui être réservée.
Avicenne représente plutôt un exemple remarquable d'une figure de philosophe qui reparaît à travers les siècles sous des visages variés et originaux. On a souvent noté le goût d'Aristote, dont le père était médecin, pour les termes et les exemples médicaux. Il convient ici de souligner que le verbe méditer, ça c'est très intéressant, le verbe méditer, du latin meditari, se rattache à la racine du verbe latin mederi, qui veut dire soigner, et se retrouve dans la famille de mots français tels que médecin, médecine, médical. Autrement dit, ce mot si fréquent dans la philosophie, les méditations métaphysiques de Descartes par exemple, signifie soigner, affinité profonde entre philosophie et médecine. Cette parenté étymologique suggère entre l'art médical et l'esprit philosophique certaines affinités auxquelles pensait sans doute encore Voltaire lorsqu'il écrivait à d'Alembert « Les philosophes sont les médecins des âmes, ceux dont les fanatiques sont les empoisonneurs. » Les philosophes sont les médecins des âmes, ceux dont les fanatiques sont les empoisonneurs. Donc, première vue, ça ne devrait pas être si étrange que ça pour nous de rencontrer un sage ou un philosophe quand on se rend dans un hôpital. Mais la chose a de fait complètement disparu. Alors, quelle est la première question que le professeur Türth se pose à Ritodgata Maastita? Il lui demande tout simplement quelle est votre technique, que faites-vous? Quelle est votre méthodologie? Quelle est votre méthodologie? Quelle est votre technique et que faites-vous? Comment faites-vous? Réponse sidérante dans notre esprit à nous de Ritodgata Maastita. Il répond nous n'avons pas de méthodologie. Alors ça, je vais essayer de vous faire toucher du doigt pourquoi c'est tout à fait renversant pour nous. Nous n'avons pas de méthodologie. Nous tentons de gagner l'amitié de nos patients, de nos malades, et nous essayons d'interagir et de juger les personnes au cas par cas, en quelque sorte. Alors là, c'est tout à fait renversant par rapport pour nous. Alors, pourquoi arrêtons-nous d'abord à la première partie de la proposition. Vous voyez, nous essayons de gagner leur amitié. Alors ça paraît tout à fait ordinaire. Hein. Nous comprenons assez aisément qu'un médecin doit avoir des relations correctes avec ses malades. Mais alors justement, en ce qui concerne Avicenne, il était très intéressant de savoir que pour Avicenne, la médecine, les relations humaines étaient particulièrement importantes dans le maintien de la bonne santé, et que la médecine avait pour fonction de maintenir la bonne santé, c'était ça son rôle premier, et éventuellement de soigner lorsque une maladie se déclarait. Et donc, parmi les choses qu'il y avait à faire, entre guillemets, pour que cette santé, pour que les maladies soient prévenues, en quelque sorte, il y avait à veiller aux bonnes relations humaines. Autrement dit, il y aurait, pour ainsi dire, une dimension d'emblée amicale dans la médecine en tant que telle. Si nous revenons, je dis nous revenons parce que ceux qui ont suivi les autres chroniques en ont déjà entendu parler, si nous revenons au magnifique texte de Adrien France-Lanor, S'ouvrir en l'amitié sur la question de l'amitié, qui est issu initialement d'un séminaire, Adrien France-Lanor nous montre comment, au fond, un être humain ne peut pas être pleinement de lui-même et par lui seul. Il donne notamment l'exemple je crois qu'il cite un passage d'un livre de François Fédier à ce moment-là. Il rappelle que Kant lui-même, dont on a vraiment l'impression que pour ce qui est de sa philosophie, il avait besoin de personne, et bien pas du tout. Kant avait véritablement besoin d'un ami qui n'était même pas philosophe. Comme quoi il n'avait pas besoin de lui pour avoir un interlocuteur intellectuel qui soit du même niveau que lui. Ce n'est pas du tout ça le problème. Il a véritablement besoin d'un ami, qui évidemment est en intelligence avec ce qu'il dit malgré tout, mais il a besoin d'un ami qui cautionne en quelque sorte le déploiement même de sa propre pensée. Autrement dit, l'amitié, c'est véritablement ce qui
qui permet à un être d'accéder à ce qu'il est profondément. C'est tout à fait ce que dit Heidegger lorsqu'il dit que l'amitié est cette bienfaisante faveur qui dispense à l'autre son être. Magnifique phrase, l'amitié est cette bienfaisante faveur qui dispense à l'autre son être. Alors je vous donne simplement cet extrait du livre d'Adrien France-Lanor, qui se réfère lui-même à François Fédier. Donc il dit, un texte de François Fédier commence ainsi: « Je pense à Kant. Penses-tu aussi à son ami ? J'ai oublié son nom. Il était écossais, négociant à Königsberg. Il s'appelait Joseph Green. C'est lui dont Kant disait, n'est-ce pas, aucune phrase de la critique de la raison pure n'a été rédigée sans avoir été discutée avec Green, sans avoir reçu son approbation. » Autrement dit, l'amitié, c'est ce qui permet à un être de se trouver lui-même ou, dans les circonstances mauvaises, de se réconcilier avec lui-même. D'emblée, nous comprenons donc que pour la médecine ayurvédique, et peut-être pour la médecine occidentale si elle ne s'était pas oubliée elle-même, puisque nous comprenons bien qu'Avicenne, qui a influencé toute la médecine occidentale, part tout à fait de principes similaires, la médecine aurait d'abord pour fonction, ou pourrait avoir aussi pour fonction, de participer à une espèce de réconciliation du malade avec lui-même. Réconciliation qui ne peut pas simplement être une réconciliation du malade avec lui seul, mais aussi avec les autres. D'où l'affirmation de ce sage: nous ne faisons rien de particulier d'abord, nous essayons d'entrer en amitié avec nos malades. Première chose. Deuxième point, deuxième partie de la réponse, si j'ose dire, de Ritodgata Mastita. Nous entrons en amitié, nous n'avons pas de méthodologie et nous essayons d'interagir. Alors là, c'est quelque chose qui frappe au cœur de notre médecine contemporaine. Pourquoi ? Parce que dire à un occidental, lorsqu'il était issu d'un milieu scientifique et lorsqu'il est médecin, qu'il n'y a pas de méthodologie, c'est pour ainsi dire lui dire qu'il n'y a pas de science. Autrement dit, c'est lui suggérer a priori qu'il n'y a pas de rigueur scientifique qui prévaut à son travail. Donc, il n'y a pas de méthodologie. Alors, pourquoi ? Alors, c'est quelque chose qui a envahi la médecine, ce souci de la méthodologie, mais qui a envahi toute chose. Je vous ai vu, vous, au début de l'année, que font mes élèves lorsque nous commençons les cours. Là, plusieurs d'entre eux, généralement, viennent me dire « Mais alors, vous allez, j'espère, nous donner une méthodologie de la dissertation. » Parce que s'il n'y a pas de méthodologie, on ne sait absolument pas quoi faire. Il n'y a pas de possibilité d'entendre la question qui vous est posée si on n'a pas cette méthodologie. Disant cela, mes élèves, comme le professeur Turtz qui demande à ce sage quelle est sa méthodologie, ont sans doute oublié, pour mes élèves, c'est sûr qu'ils ne le savaient pas sans doute avant de faire de la philosophie, mais le professeur Turtz, comme l'ensemble des scientifiques, ont souvent oublié que ce souci de la méthode nous vient directement de Descartes. Bien sûr, tous les scientifiques, tous les médecins qui ont forcément qui sont au moins passés par une classe de terminale ont entendu parler du discours de la méthode, mais que ce discours de la méthode et que ce souci de la méthode, cette prééminence de la méthode ait pris une telle place dans les sciences, les scientifiques eux-mêmes l'ont pour ainsi dire oublié. Or, qu'est-ce qu'une méthode pour Descartes ? Ça, c'est tout à fait passionnant. Une méthode, c'est justement ne pas rencontrer et ne pas interagir avec la question ou le phénomène qui vous est présenté. C'est justement ne pas interagir. Quand le sage répond « nous essayons d'interagir », justement, il est dans un univers qui n'est plus le nôtre. Pourquoi ? Je vais vous lire tout de suite, ça va vous apparaître tout de suite à même le texte. Il y a dans le discours de la méthode, à un moment, une présentation des règles de la méthode, qui sont au nombre de 4. Descartes choisissant toujours
la simplicité. Hein, le faible nombre fait partie de la simplicité de la méthode, hein, ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Si vous avez 50 choses à appliquer, vous avez plus de difficulté à le faire que si vous en avez 3 ou 4. De fait, il n'y a que 4 règles de la méthode. Et parmi celles qui nous concernent le plus directement ici, je vais vous lire la 3e, hein, donc le 3e précepte plus exactement. Le 3e précepte donc, de la méthode était de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés jusque à la connaissance des plus composés, et, c'est là que je voulais en venir, supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier, je lis également le dernier précepte de la méthode, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Arrêtons-nous à la fin du 3e précepte de la méthode, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Qu'est-ce qu'une méthode? C'est le fait d'imposer aux phénomènes qui se présentent l'ordre de l'esprit. Il ne s'agit pas effectivement d'interagir avec ces phénomènes, quels qu'ils soient, mais il s'agit d'imposer à un ordre, celui de l'esprit, aux phénomènes de la nature. Qu'est-ce qu'une méthode? C'est la postulation de l'unité de l'esprit face à la complexité du réel. Dans toute méthode, il y a une volonté de simplification. Alors peut-être est-elle indispensable, c'est vrai que comprendre, c'est peut-être toujours interpréter et simplifier, mais il faut savoir que la méthode, ce n'est pas s'adapter justement à ce qui se présente ou interagir avec ce qui se présente, c'est au contraire faire que ce qui se présente s'adapte aux catégories que l'esprit va imposer. La deuxième, alors ça participe toujours d'une certaine violence, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas, la méthode n'est pas quelque chose qui va respecter l'ordre de ce qui se donne. La méthode, c'est quelque chose qui va faire entrer ce qui se donne dans les catégories mentales. Toute la science, la médecine comprise, a été influencée par cette tendance, par cette tournure, par cette évolution, par cette révolution, puisque vous savez que Descartes fait rupture avec la science antérieure. Il veut repenser la science, et le concept par lequel il repense cette science, c'est effectivement celui de méthode, où il ne s'agit nullement de s'adapter aux choses qui se donnent, mais au contraire de faire que les choses qui se donnent soient telles que l'esprit veut les voir, en quelque sorte. Alors, je vous lis un des successeurs de Descartes, Emmanuel Kant. Il y a un passage très éloquent à ce sujet-là, qui montre bien toute la violence de la science. C'est peut-être à ce prix, bien sûr, que elle a conquis son efficacité, ça n'est pas exclu, hein, c'est même très probable. Si je reviens à l'exemple de mes élèves, il est évident que si je leur donne absolument rien, c'est très bien, parce qu'ils sont dans l'expérience peut-être idéale pour éprouver véritablement la question. Cela dit, pour passer le baccalauréat, il est vrai que ça va peut-être être un petit peu difficile, hein, parce qu'ils vont être confrontés directement à la question, hein, proprement dite. Hein. Or, dans l'idée de méthode, il y a toujours le souci d'annuler l'imprévu. Hein, si j'ai une bonne méthode, quelle que soit la question, je pourrai la traiter. Hein, donc, il y a manifestement dans la méthode une efficacité qui n'est pas soucieuse de la singularité de ce qui se présente. Au contraire, on veut faire entrer ce qui se présente dans une généralité. Je vais y revenir, mais je vous lis d'abord cet extrait de la préface de la critique de la raison pure, où Kant fait apparaître cette dimension assez violente de la science, violence qui se répercute dans une certaine mesure sur la médecine occidentale telle que nous la concevons aujourd'hui. La raison ne voit, dit Kant, que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans et qu'elle doit prendre les devants, avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois immuables, qu'elle doit obliger, vous voyez, elle doit obliger la nature à répondre à ces questions et ne pas se laisser conduire, pour ainsi dire, en laisse par elle.
autre moment saisissant de ce texte, la raison doit se conduire comme un juge en fonction qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur pose. Comme un juge en fonction qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur pose. D'où ce postulat, qui est tout à fait cartésien, suivant laquelle la raison ne voit dans la nature que ce qu'elle a d'abord transporté dans cette nature. Donc elle ne voit pas le phénomène dans son unicité, dans sa singularité, elle voit au contraire le phénomène sous l'angle des questions et des catégories qu'elle a d'abord imposées. Pour ce qui est des catégories, je reviens à mon deuxième ou dernier, plus exactement, précepte, deuxième lu, mais dernier précepte de la méthode de Descartes, dans le discours de la méthode. Il dit, le dernier précepte, il s'agissait donc de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Oui. On est dans l'ordre de la généralité. Or, préparant cette chronique, toujours lorsque les choses se présentent, c'est curieux, on tombe toujours sur les textes qui vont vous parler le plus, c'est très étonnant. Et je préparais justement avec mes élèves un cours sur la raison. Je me suis emparée du magnifique cours fait par François Fédier au lycée Pasteur qui porte pour titre La raison, et je voyais en note la chose suivante, c'est que empirikos, le mot grec qui désigne d'abord les médecins, c'est le nom grec par lequel on désignait un médecin. Et pour un médecin de ce type, il n'y a pas de maladie comme genre. Empirikos, ça veut dire empirique. Il n'y a pas de maladie comme genre, mais seulement des cas particuliers. Les médecins chez les Grecs étaient rémunérés tant que leurs patients étaient en bonne santé. Dans le mot honoraire s'entend encore cette façon dont les Grecs pratiquaient la médecine. Autrement dit, la médecine originale, la nôtre a priori, puisque nous sommes, les médecins sont issus d'une tradition qui prête encore un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate. La médecine était empirique initialement, et empirique, ça veut dire être soucieux du cas particulier. Par conséquent, il y avait non pas un souci de faire rentrer le malade dans la catégorie médicale qu'on avait d'abord en tête, mais très initialement, le souci, comme les Indiens au bout du compte, en tout cas en juger par cette parole de ce sage, de prendre en compte le cas qui se présentait et d'interagir avec lui. À ce propos, alors vous voyez évidemment que si on retourne à l'hypothèse d'une médecine qui est devenue beaucoup plus scientifique, avec Kant, on s'aperçoit qu'au contraire il y a une certaine violence et qu'on est incapable de prendre les phénomènes dans leur singularité. Nous sommes donc dans une médecine qui va vouloir s'emparer des choses comme la science. Notre médecine est devenue scientifique au sens que Descartes, puis Kant, puis les philosophes en général ultérieurs ont imprimé à la science contemporaine. Dans cette perspective-là, nous sommes dans un horizon de toute puissance. Finalement, il ne s'agit plus de considérer les choses, mais il s'agit de faire en sorte que nous soyons, comme l'a dit très explicitement Descartes, comme maîtres et possesseurs de la nature. La formule est devenue très célèbre. Alors c'est passionnant de voir que c'est le même philosophe, c'est une cohérence parfaite, c'est le même philosophe qui a fait de nous des sujets, c'est-à-dire des êtres qui nous plaçons au principe des choses. Le médecin, dans une certaine mesure, comme les autres scientifiques, a devant lui des objets. C'est pas parce qu'il est méchant, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que simplement, il a été forgé, il a été construit avec cette idée, il a été formé avec cette idée qu'il s'agit d'imprimer, de voir les malades, alors déjà de ne pas voir les malades, de voir d'abord les maladies. Parce que justement, la dimension relationnelle est passée au second plan pour voir des maladies qui elles-mêmes vont devoir tomber dans des catégories
générale. Et donc, il va être question avant tout de s'emparer, de faire tomber les maladies dans des catégories et de trouver dans la nature des médicaments qui vont répondre aux maladies telles que nous les avons conçues. Alors de façon très intéressante, comme je parlais à une amie qui a participé au magnifique dictionnaire Heidegger qui est paru récemment, il s'agit de Cécile Delobel, elle m'a envoyé un mail sachant que je préparais cette chronique, où elle me disait que une chose l'avait particulièrement frappée dans ce documentaire dont je vous parle, et je vous lis son message. Il y avait une chose qui m'avait simplement étonnée et en quelque sorte réduite au silence, à un silence perplexe et admiratif. Je n'ai pas revu le film depuis et j'espère que je ne l'ai pas trop transformé. Un des Indiens avait dit « Lorsque vous soignez par les plantes ou avec vos médicaments, vous ne prenez en elles qu'une des molécules. Chez nous, on garde la plante dans son entier pour préserver ce qu'elle est comme telle et la laisser agir ainsi. En ayant en pensée qu'en la divisant en molécules, on la prive de son rapport essentiel au tout. Et donc que l'on dérange un certain ordre tellement subtil qu'il nous est impossible à connaître par les molécules. » Et ça, c'est effectivement très saisissant. C'est que, n'ayant pas de méthode, n'ayant pas pour projet de maîtriser les phénomènes de la nature, mais d'interagir, il y a également une conception de la maladie comme étant d'abord celle d'un malade, donc référence à la personne, et une conception des médicaments comme devant être prélevés dans une nature qui elle-même est, alors justement pas sommée, nous on somme la nature de faire quelque chose, mais dont on espère qu'elle pourra agir dans son économie spontanée. Donc vous voyez, il y a dans cette médecine ayurvédique quelque chose que nous avons complètement oublié. Et c'est pourquoi le documentaire fait apparaître le divorce, espérons qu'il ne soit pas définitif, et il semble ne pas l'être, puisque au contraire, les médecins sont les uns et les autres, c'est-à-dire médecins occidentaux et médecins indiens, pleinement ouverts à la présence de l'autre. Donc il y a une véritable rencontre, puisque les médecins ayurvédiques reconnaissent à la médecine occidentale une efficacité et surtout une rapidité qui n'est pas possible dans la médecine ayurvédique, pour une raison toute simple, c'est que s'il s'agit pour le malade de se réconcilier avec lui-même, d'entrer dans un rapport plus juste à soi et aux autres, et d'absorber des médicaments qui auront une efficacité sur le long terme, évidemment, nous comprenons bien qu'il va falloir rétablir un équilibre en douceur peut-être, et que entre-temps, il sera tout à fait salutaire d'avoir les indispensables médicaments de la médecine occidentale pour tenir en quelque sorte en bride la maladie. Donc les médecins disent bien que lorsqu'ils rencontrent des gens, notamment ceux qui sont atteints de cancer, qui sont sous chimiothérapie ou sous radiothérapie, ils ne proposent pas l'arrêt de ces traitements. Donc il y a véritablement rencontre. Mais on voit bien que ce sont tout de même deux mondes, a priori, puisqu'encore une fois, peut-être que c'est un monde auquel nous étions initialement apparentés et que nous avons tout simplement oublié. Donc, il n'y aurait pas de divorce absolu, mais a priori, le moment le plus saisissant de la difficulté à se comprendre éclate lorsque précisément cette médecine qui veut dominer les choses, qui veut faire rentrer la nature dans ses façons de voir, qui veut donc se rendre comme maître et possesseur de la nature, a pour objectif, dit le médecin occidental, de lutter contre la mort. Alors il y a ce moment effectivement tout à fait saisissant où le professeur Türz dit aux médecins, finalement, il y a au moins un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que notre ennemi commun, c'est la mort. Il y a un silence qui suit cette remarque du professeur, et le sage répond « Je suis désolé, docteur, mais non, notre ennemi, ça n'est pas la mort.
Alors là, évidemment, nous entrons dans un registre qui nous est particulièrement difficile à comprendre. Comment un médecin qui soigne des maladies peut-il bien, des maladies mortelles en particulier, peut-il bien dire non, notre ennemi, ça n'est pas la mort. Et il ajoute non, notre ennemi, c'est la maladie. On a l'impression que c'est la même chose, la maladie conduisant à la mort, ou en tout cas que ça a les mêmes conséquences. Et non. Alors, que peut bien vouloir dire ce médecin indien? En réalité, je crois, pour autant, parce que là-dessus, il y a un suspens, la chose n'est pas explicitée. Alors, ce qui dérange d'ailleurs manifestement beaucoup notre professeur, parce que nous sommes dans un horizon où nous voulons comprendre. Donc il veut des protocoles qui valident les médicaments, il veut des choses qui sont à ses yeux rigoureuses et qui le sont dans sa logique à lui, bien entendu. Alors évidemment, pour rentrer dans la logique et la rigueur de l'autre, là commence toute la difficulté. Donc comment un médecin peut-il bien dire que le but de la médecine n'est pas de... que l'ennemi de la médecine, plus exactement, que l'ennemi de la médecine n'est pas la mort. Comment peut-on entendre ça? Alors j'ai trouvé un texte de Chogyam Trungpa qui est absolument passionnant pour essayer de méditer le phénomène de la guérison. Il s'agit d'un texte qui se trouve dans un recueil qui s'appelle Le cœur du sujet. Et ce texte s'appelle « Prendre acte de la mort ». Et nous comprenons bien qu'il s'agit de prendre acte de la mort pour guérir. Alors, paradoxalement, il ne s'agit pas, enfin paradoxalement, encore une fois pour nous, il ne s'agit pas de se blinder contre la mort, il s'agit au contraire de prendre acte de la mort. Pourquoi? Je vais essayer de vous le dire, pour autant que je le comprenne, évidemment. Donc, Chogyam Trungpa dit la chose suivante. Dans tout processus de guérison, l'attitude adoptée face à la mort est de première importance. Alors, sans doute est-il possible de... justement, il est nécessaire de bien comprendre qu'il n'y a peut-être pas une seule façon d'être possible. Peut-être qu'on peut prendre acte de la mort comme tout en force. Peut-être qu'un rugbyman peut se blinder tout en force contre la mort, et puis, mais manifestement, c'est pas ça que nous dit ici Trungpa. Trungpa a l'air de dire qu'il faut encourager les patients à accepter la mort, et l'incertitude ne signifie pas qu'ils doivent faire face au diable. Voilà. Une telle acceptation est au contraire un élément positif dans leur vie. Vaincre la peur finale de l'inconnu, c'est très puissant. Autrement dit, ce que nous propose Trungpa, c'est plutôt, précisément en cas de maladie et en cas de risque de mort par conséquent, c'est plutôt de se détendre, non pas de se crisper et de se blinder contre l'hypothèse de la mort, mais peut-être de se détendre face à sa possibilité, et quelle qu'en soit la difficulté, puisque le réflexe sans doute profond de tout être humain, et peut-être que dans notre civilisation c'est encore pire, et même certainement c'est bien pire que dans d'autres, le réflexe premier, encouragé par tout un contexte culturel, c'est le raidissement. Or, il semble ici que Trungpa propose une forme d'ouverture qui permettrait d'accueillir la peur de l'inconnu. De telle manière que, évidemment, au bout du compte, ça paraît très très étrange de dire que le but de la médecine, ça n'est pas, ou en tout cas l'ennemi de la médecine, ce n'est pas la mort. Ça nous paraît à nous très étrange. Et pourtant, nous comprenons bien que face à la mort, il y a plusieurs façons d'être possibles. Rilke insiste beaucoup sur le fait qu'il y a mort et mort. Il parle de la mort comme d'un fruit mûr. Là encore, ça nous paraît complètement ahurissant.
Il dit qu'il y a finalement deux formes de mort, celle que nous refusons, que nous devons finalement refuser. Ce qui fait la mort étrange et difficile, c'est qu'elle n'est pas la fin qui nous est due, dit-il dans le livre de la pauvreté et de la mort. Mais l'autre, celle qui nous prend... pardon, je relis l'ensemble du texte parce qu'il est trop important dans son ensemble. Car ce qui fait la mort étrange et difficile, c'est qu'elle n'est pas la fin qui nous est due, mais l'autre, celle qui nous prend avant que notre propre mort soit mûre en nous. Avant que notre propre mort soit mûre en nous. Alors là, c'est tout à fait passionnant, parce que Rilke induit l'idée que de cette mort-là, finalement, nous ne pourrions pas être l'ennemi sans nous démettre tout simplement de notre dignité d'homme. Et c'est certainement, parce que je suis obligée d'essayer d'interpréter, parce que la remarque dans le documentaire « Mon docteur indien » est suivie d'un grand silence. Silence qui vient sans doute d'un côté de la perplexité du médecin occidental et de l'autre du sentiment d'évidence du médecin indien. C'est-à-dire qu'il y aurait bien sûr une forme de mort et qui serait l'ennemi de la médecine, laquelle, celle qui proviendrait de maladies qui provoqueraient cette mauvaise mort, en quelque sorte, dont nous parle Rilke. C'est celle qui ferait qu'elle ne serait pas la fin qui nous est due. En fait, ce que Rilke appelle la mort qui serait mûre pour nous, c'est la mort qui résulte en quelque sorte, ou qui résulte n'est peut-être pas le terme d'ailleurs, laissons pour le moment résulte, qui serait le résultat d'une vie au plus près de sa vérité. Et de cette mort-là, il est évident que nous ne pouvons pas être les ennemis, pas plus les médecins que les autres. C'est sans doute dans ce fantasme de toute puissance, issu lui-même du projet de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, que vient cet espoir de faire, enfin, cette tendance à faire de la mort une ennemie. Or, Rilke adresse une prière à un moment qui dit bien ce que serait cette mort contre laquelle nous n'avons pas à lutter et avec laquelle, au contraire, les médecins devraient peut-être se familiariser. Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère, car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille. Mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. Dans l'idéal, bien sûr dans l'idéal, finalement le médecin accomplirait sa mission de la manière la plus extraordinaire possible s'il permettait à chacun d'accueillir au bout du compte cette grande mort. Donc non pas se fermer à sa possibilité, mais faire qu'une vie se réconcilie avec elle-même de telle sorte qu'elle puisse, au bout du compte, retrouver cette grande mort qui est la nôtre. On sent bien que médecine occidentale et médecine orientale ne sont séparées désormais que par le projet récent, finalement, de nous blinder, en quelque sorte, contre cette mort. Sans doute aussi d'envisager les choses de façon purement catégorielle et technique. Il se trouve que je reviens presque à l'instant même, puisque j'y étais encore hier, de Grèce, où nous avons, avec un groupe d'élèves, visité notamment le site d'Épidore,
qui était un centre où des malades venaient de la Grèce entière pour essayer de se faire soigner. Et on voit très bien que la dimension spirituelle de la guérison était évidente pour les Grecs. Le temple, alors on rendait des hommages notamment à Asclépios, Asclépios qui était le fils d'Apollon. On rendait des hommages dans son temple, et à côté il y a le temple d'Aphrodite, déesse de l'amour. Autrement dit, on sent bien que les relations humaines étaient pour les Grecs essentielles aussi. Or, il se trouve que les Grecs anciens, les médecins grecs anciens, s'apparentaient à une famille qui s'appelait les Asclépiades. Donc il revendiquait tout à fait cette proximité avec Asclépios. Et il ne restait finalement qu'à espérer que nous puissions retrouver cette dimension spirituelle de la santé comme de la maladie qui était peut-être à l'origine de notre tradition. Que des Indiens puissent nous rappeler à nos origines, ce n'est pas au fond si étrange que cela. Ça n'est pas simplement si étrange parce qu'il arrive bien souvent que l'étranger nous ramène à nous-mêmes, mais parce que nous faisons partie de la même famille indo-européenne. Comme vous le savez, notre langue fait partie des langues indo-européennes. Autrement dit, il ne reste qu'à espérer que l'efficacité technique puisse un jour se conjuguer avec cette appréhension entière de l'homme qui ne serait plus réduit à des symptômes, mais qui serait réinscrit dans un univers de sens au cœur duquel il pourrait se réconcilier pleinement avec lui-même. Je vous remercie.